Le vide qu'on n'a pas comblé, ce que révèle vraiment l'absence prolongée du chef de l'État. Une phrase, prononcée sur un plateau de télévision, a suffi à recentrer tout le débat. Pas une accusation, pas une rumeur. Une simple observation, presque du bon sens, mais qui dérange précisément parce qu'elle est difficile à réfuter. Et si le problème, depuis le début, n'était pas la durée de l'absence du président de la République, mais ce qu'on n'a pas fait avant qu'elle ne commence? C'est la question que pose, sans détour, l'analyste politique et économique Dieudonné Essomba. Une question qui, on va le voir, en ouvre beaucoup d'autres. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Posons d'abord le décor, avec ce que l'on sait avec certitude. Paul Biya, président de la République du Cameroun, se trouve en Suisse depuis bientôt 2 mois. C'est un fait établi, largement documenté. Mais ce n'est pas tout. Cette absence prolongée s'inscrit dans un cadre institutionnel qui a changé récemment, et c'est précisément ce cadre qui est au cœur de l'analyse que nous allons décortiquer. Le 4 avril 2026, une révision constitutionnelle a créé un poste inédit dans l'architecture de l'État camerounais, celui de vice-président. Une fonction qui, sur le papier, pourrait justement servir à assurer une forme de continuité institutionnelle en cas d'absence prolongée du chef de l'État. Sauf que ce poste, à ce jour, n'a pas été pourvu. Autre élément de calendrier à retenir, un remaniement ministériel est évoqué depuis décembre 2025. Près de 8 mois plus tard, il ne s'est toujours pas concrétisé. Voilà donc la situation dans toute sa froideur factuelle. Un poste créé mais non attribué, un remaniement annoncé mais non réalisé, et un président absent depuis près de 2 mois. 3 faits vérifiables. Aucune interprétation nécessaire à ce stade. Mais c'est là que l'analyse de Dieudonné Essomba, invité de l'émission Club d'élite sur Vision 4, vient bousculer la lecture habituelle de la situation. Et son raisonnement mérite qu'on s'y attarde, phrase par phrase. Partie 2. Le cœur du problème, selon Essomba. Pour Dieudonné Essomba, l'erreur d'analyse la plus répandue consiste à focaliser le débat sur la durée du séjour du président à l'étranger. Selon lui, ce n'est pas la variable qui compte vraiment. Son argument est presque mathématique. Si les mesures de continuité institutionnelle avaient été prises en amont, vice-président nommé, gouvernement remanié, la durée de l'absence deviendrait presque secondaire. Il aurait pu, dit-il en substance, rester loin du pays 100 jours ou 200 jours sans que cela ne bouleverse grand-chose, tant que les rouages de l'État continuent de tourner normalement. Mais ce n'est pas tout. Essomba va plus loin dans son diagnostic. Ce qui rend la situation problématique aujourd'hui, ce n'est pas l'absence en elle-même, c'est le vide organisationnel qui l'accompagne. Selon ses mots, la situation serait devenue si confuse que l'on ne saurait même plus, précisément, qui exerce quelle responsabilité au sein de l'appareil d'État. Une phrase simple, presque banale en apparence. Et pourtant, un détail change tout, quand un analyste reconnu affirme publiquement, sur un plateau de télévision, qu'il existe une incertitude sur qui fait quoi au sommet de l'État, ce n'est plus une rumeur de réseaux sociaux. C'est une observation assumée, à visage découvert, sur une chaîne nationale. Partie 3. Décryptage. À qui profite la confusion? Et c'est peut-être ici que commence la partie la plus fascinante de toute cette affaire. Parce qu'au fond, la question n'est plus seulement de savoir où se trouve le chef de l'État, ni même de savoir quand il reprendra pleinement ses activités publiques. La véritable question devient presque philosophique. À qui profite le brouillard? L'économiste et analyste politique Dieudonné Essomba ne répond pas directement. Il ne désigne aucun responsable. Il ne distribue aucun certificat de culpabilité. Il propose plutôt une grille de lecture que l'on retrouve dans de nombreux systèmes politiques. Lorsqu'une période d'incertitude s'installe, tout le monde ne la vit pas de la même façon. Pour certains, l'incertitude est une source d'angoisse. Pour d'autres, elle peut devenir une opportunité. Et c'est précisément cette idée qui mérite qu'on s'y attarde. Car en politique, contrairement à ce que beaucoup imaginent, le désordre n'est pas toujours un accident. Parfois, il devient une ressource. Une matière première. Un terrain de jeu. Une monnaie d'échange. Quand les règles deviennent floues, chacun commence à écrire les siennes. C'est presque comme un match de football où l'arbitre disparaîtrait soudainement. Les joueurs continuent de courir. Le ballon continue de circuler. Mais très vite, chacun commence à inventer ses propres règles. Les fautes deviennent relatives. Les hors-jeux deviennent discutables. Et celui qui crie le plus fort finit parfois par convaincre les autres qu'il a raison. La politique fonctionne parfois de la même manière. Quand les institutions parlent clairement, les ambitions individuelles restent limitées. Mais lorsque les institutions deviennent silencieuses, les ambitions commencent à parler à leur place. Et c'est exactement ce que semble suggérer Essomba. Il explique, en substance, que certains observateurs ou certains acteurs pourraient ne pas être particulièrement pressés de voir cette période de flottement prendre fin.
Pourquoi? Parce que le flou ouvre des espaces. Parce que l'absence de certitude crée des marges de manœuvre. Parce qu'une situation exceptionnelle autorise parfois des comportements qui seraient beaucoup plus difficiles dans un contexte parfaitement stabilisé. Encore une fois, il est important de rester extrêmement prudent. Essomba ne cite aucun nom. Il ne dit pas qu'un responsable politique chercherait volontairement à prolonger cette situation. Il expose un mécanisme général. Un mécanisme que l'on retrouve dans de nombreuses démocraties, comme dans de nombreux régimes plus centralisés. Lorsque le sommet paraît silencieux, les étages inférieurs commencent souvent à s'agiter. Et c'est presque une vieille règle de la politique. Le vide attire. Comme la nature déteste le vide, la politique aussi. Dès qu'un espace semble se libérer, quelqu'un tente presque toujours de l'occuper. Même provisoirement. Même discrètement. Même sans l'avouer. Au Cameroun, cette réalité nourrit naturellement toutes sortes de spéculations. Car lorsqu'aucune communication officielle suffisamment détaillée ne vient refermer la porte des interrogations, l'imagination collective entre immédiatement dans la pièce. Et l'imagination politique camerounaise. Elle travaille souvent en heures supplémentaires. Chez nous, une simple absence peut devenir une théorie. Un retard de quelques jours peut produire 100 analyses. Une chaise vide peut déclencher 1000 commentaires. Un silence de 24 heures devient parfois un documentaire complet sur les réseaux sociaux. On connaît tous cette scène. Quelqu'un publie une photo. Un autre zoom. Le troisième entoure un détail en rouge. Le quatrième affirme avoir remarqué un indice. Le cinquième explique que cet indice confirme une hypothèse. Et le sixième annonce déjà la conclusion avant même que la première information ne soit vérifiée. Au Cameroun, certains internautes sont capables d'organiser une conférence internationale à partir d'une simple capture d'écran. C'est presque un talent national. On regarde une vidéo de 30 secondes. Et 2 heures plus tard, chacun est devenu professeur de protocole présidentiel, spécialiste en stratégie militaire, constitutionnaliste et médecin personnel. La satire s'arrête ici. Car derrière le sourire se cache une réalité plus sérieuse. Le manque de communication officielle laisse un espace immense aux interprétations. Et plus cet espace grandit, plus chacun y projette ses propres attentes. Les optimistes y voient une transition. Les pessimistes y voient une crise. Les militants y voient la confirmation de leurs convictions. Les adversaires y voient une faiblesse. Les partisans y voient une stratégie. Bref, tout le monde finit par voir ce qu'il avait déjà envie de voir. C'est précisément ce que les politologues appellent parfois la politique du vide. Le silence ne parle jamais tout seul. Il est toujours rempli par les récits des autres. Et ces récits peuvent finir par acquérir une force considérable. Car une rumeur répétée 1000 fois finit parfois par sembler plus solide qu'une information officielle publiée une seule fois. Voilà pourquoi la communication institutionnelle est si importante. Non seulement pour informer, mais aussi pour empêcher que l'imagination ne remplace les faits. Essomba semble justement inviter à cette réflexion. Il rappelle qu'il existe, dans toute période d'incertitude, des personnes qui préfèrent parfois naviguer dans les eaux troubles plutôt que dans une rivière parfaitement transparente. Pourquoi? Parce que dans une eau claire, tout le monde voit les mouvements. Dans une eau trouble, les déplacements deviennent invisibles. Les repositionnements aussi. Les alliances également. La confusion peut alors devenir un écran. Non pas nécessairement parce qu'elle serait organisée, mais parce qu'elle devient utile à certains acteurs, quels qu'ils soient. Et c'est là toute la subtilité de son raisonnement. Il ne dit pas que quelqu'un fabrique volontairement le flou. Il dit que certains peuvent s'y adapter plus facilement que d'autres. Nuance importante. Car en analyse politique, une nuance peut changer complètement le sens d'une phrase. Il serait donc excessif d'affirmer que cette situation profiterait à tel ou tel camp en particulier. En revanche, il est légitime de constater qu'une période de forte incertitude modifie forcément les rapports de force. Les acteurs recalculent leur stratégie. Les fidélités peuvent être réévaluées. Les ambitions peuvent évoluer. Les prises de parole deviennent plus prudentes. Les gestes prennent davantage de sens. Et le moindre déplacement peut être interprété comme un signal. C'est un peu comme au marché camerounais. Quand une vendeuse baisse soudainement le prix d'un produit sans explication, tout le monde se demande immédiatement ce qu'elle sait que les autres ignorent. Les clients commencent à observer. Les voisins aussi. Les commentaires circulent plus vite que les marchandises. En politique, c'est souvent pareil. Le moindre mouvement suscite des hypothèses. Et lorsque les réponses tardent, les questions deviennent parfois plus puissantes que les réponses elles-mêmes. Au final, la réflexion proposée par Essomba dépasse largement un épisode d'actualité.
Elle pose une interrogation plus profonde sur le fonctionnement du pouvoir. Lorsqu'une période de silence s'installe au sommet de l'État, qui en subit les conséquences et qui pourrait, au contraire, trouver un intérêt à s'adapter à cette nouvelle configuration? Cette question reste ouverte. Et c'est peut-être précisément parce qu'elle reste sans réponse définitive qu'elle continue d'alimenter les débats, les analyses et les spéculations. Dans cette séquence, le plus important n'est peut-être pas ce qui est affirmé. C'est ce qui demeure encore à éclaircir. Et en politique, parfois, ce qui n'est pas dit fait presque autant de bruit que ce qui est déclaré. Partie 4. Analyse. La continuité institutionnelle, ce grand absent. Et c'est peut-être ici que cette séquence politique dépasse largement le seul cas du Cameroun. Parce qu'au fond, la question n'est plus seulement celle d'une absence présidentielle ou d'un remaniement qui tarde. La véritable question est celle de la solidité des institutions. Car une institution n'est pas censée fonctionner uniquement lorsque tout va bien. Une institution est justement créée pour fonctionner lorsque les circonstances deviennent exceptionnelles. C'est même sa raison d'être. Lorsqu'un avion vole normalement, personne ne pense aux procédures d'urgence. Mais lorsqu'un moteur tombe en panne, tout le monde espère que ces procédures existent réellement. Et surtout qu'elles ont été répétées avant le décollage. En politique, c'est exactement la même logique. On ne construit pas une constitution pour les jours tranquilles. On la construit pour les jours difficiles. On ne crée pas des mécanismes de continuité parce qu'on espère les utiliser tous les matins. On les crée justement pour éviter qu'un événement exceptionnel ne devienne une crise institutionnelle. Et c'est là que naît tout le paradoxe. Car souvenons-nous, lorsque l'idée d'un poste de vice-président a été introduite dans l'architecture institutionnelle, beaucoup y ont vu une manière de renforcer la continuité de l'État. L'idée, sur le papier, semblait simple. Si, pour une raison ou pour une autre, le président ne peut momentanément exercer certaines fonctions, il existe une autorité clairement identifiée. Une chaîne de responsabilité. Une continuité. Une réponse institutionnelle. Autrement dit, un mécanisme destiné précisément à empêcher que le pays entre dans une zone d'incertitude. Mais aujourd'hui, ce poste demeure vacant. Et c'est là que la satire politique trouve presque un terrain naturel. C'est un peu comme construire une magnifique caserne de pompiers. Acheter les plus beaux camions. Installer les sirènes. Former les équipes. Organiser une grande cérémonie d'inauguration. Puis oublier d'y affecter des pompiers. Le bâtiment est là. Les portes sont peintes. Les gyrophares brillent. Les tuyaux sont impeccablement rangés. Mais lorsque l'incendie se déclare, tout le monde regarde le bâtiment. Le bâtiment regarde tout le monde. Et le feu, lui, continue tranquillement son travail. Voilà toute l'ironie. Le problème n'est pas forcément l'absence de texte. Le problème est parfois l'absence de mise en œuvre. Parce qu'une institution qui existe uniquement dans un document officiel ressemble un peu à un parapluie dessiné sur une feuille de papier. Il est magnifique. Très bien illustré. Parfaitement conforme aux normes. Mais lorsque la pluie tombe, on finit quand même trempé. Au Cameroun, nous avons souvent ce talent extraordinaire. Nous adorons construire des solutions. Ce qui nous fatigue un peu plus, c'est parfois de les utiliser. On adore inaugurer. On adore couper les rubans. On adore les discours. On adore les communiquer. Mais lorsqu'arrive le moment où le mécanisme doit fonctionner, tout le monde semble soudain chercher la notice. C'est comme acheter un groupe électrogène flambant neuf. Le laisser soigneusement emballé dans son carton. Et le jour où ENO coupe le courant, on organise une réunion pour savoir où se trouve la clé du cadenas. Le courant n'attend pas. La glace fond. Les ventilateurs s'arrêtent. Mais la commission continue de réfléchir. C'est cette image qui revient à l'esprit lorsqu'on observe certaines situations institutionnelles. Les outils existent. Les textes existent. Les mécanismes existent. Mais leur activation semble toujours remise à plus tard. Et ce phénomène n'est absolument pas propre au Cameroun. Dans de nombreux pays, les institutions évoluent plus vite que les pratiques politiques. Les constitutions changent. Les lois changent. Les organigrammes changent. Mais les habitudes, elles, résistent parfois beaucoup plus longtemps. Car au fond, beaucoup de systèmes présidentialistes reposent encore sur une logique ancienne. La concentration du pouvoir. L'idée que tout doit remonter vers une seule personne. L'idée que chaque décision importante doit être validée au sommet. L'idée qu'il vaut mieux attendre que prendre une initiative. Résultat. Même lorsque les textes prévoient des mécanismes de continuité, la culture politique continue parfois de fonctionner comme si rien n'avait changé. Et c'est là tout le paradoxe. On crée un poste pour éviter le vide. Mais on hésite à le remplir. Pourquoi ? Les politologues avancent souvent plusieurs explications.
Certains évoquent la volonté de préserver les équilibres internes. D'autres parlent de prudence politique. D'autres encore rappellent qu'un numéro 2 peut progressivement devenir une figure incontournable. Et dans de nombreux régimes très présidentialisés, cette perspective peut susciter des réticences. Car désigner officiellement un successeur potentiel, c'est parfois aussi fabriquer, malgré soi, le principal concurrent de demain. Voilà pourquoi, dans plusieurs pays, la question de la succession devient presque un sujet tabou. On préfère parfois laisser planer le doute. Parce que le doute maintient les ambitions sous contrôle. Tant que personne ne sait qui sera le prochain, tout le monde reste prudent. Tout le monde attend. Tout le monde observe. Et personne ne veut brûler les étapes. Mais cette stratégie possède aussi son revers. Car lorsque l'incertitude dure trop longtemps, elle finit par produire exactement ce qu'elle voulait éviter. Les interrogations se multiplient. Les spéculations explosent. Les rumeurs circulent. Les interprétations se concurrencent. Les réseaux sociaux deviennent des salles de rédaction improvisées. Chez nous, au Cameroun, il faut reconnaître une chose avec humour. Lorsqu'une information officielle tarde à arriver, les Camerounais n'attendent jamais les bras croisés. Ils fabriquent eux-mêmes les épisodes suivants. Le lundi, quelqu'un annonce une hypothèse. Le mardi, elle devient une analyse. Le mercredi, elle est présentée comme une confidence. Le jeudi, elle devient une certitude. Et le vendredi, on cherche déjà la suite de la série. On dirait parfois une série télévisée où les spectateurs écrivent eux-mêmes le scénario avant même que les réalisateurs n'aient terminé le tournage. C'est notre génie national. Nous avons parfois plus d'imagination que les scénaristes de Netflix. Mais derrière cette satire se cache une réalité beaucoup plus sérieuse. Lorsque les institutions communiquent peu, la rumeur communique beaucoup. Et la rumeur déteste le silence. Elle le remplit immédiatement. C'est pourquoi la continuité institutionnelle ne consiste pas uniquement à prévoir un remplaçant. Elle consiste aussi à rassurer, à expliquer, à informer, à montrer que l'État fonctionne quelles que soient les circonstances. Parce qu'un État solide ne dépend pas d'un seul visage. Il dépend de règles connues, appliquées et comprises par tous. Au fond, c'est peut-être cela le véritable enseignement de cette séquence. Les institutions ne sont pas jugées lorsqu'elles fonctionnent facilement. Elles sont jugées lorsqu'elles traversent des périodes exceptionnelles. C'est dans les moments de doute que l'on découvre si les mécanismes prévus sur le papier sont capables de produire des effets dans la réalité. Et c'est précisément ce débat que cette situation remet aujourd'hui sur la table. Non pas un débat sur les personnes, mais un débat sur les institutions. Non pas un débat sur les intentions, mais sur le fonctionnement. Car les personnes passent. Les institutions, elles, sont censées rester. Conclusion. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. Nous avons distingué les faits des interprétations. Les faits, d'abord. Un poste de vice-président existe désormais dans l'architecture institutionnelle, mais il n'est pas encore pourvu. Un remaniement ministériel a été évoqué à plusieurs reprises sans avoir encore été annoncé officiellement. Le président de la République s'est fait plus discret sur la scène publique depuis plusieurs semaines, alimentant de nombreuses interrogations dans l'opinion. À partir de ces éléments, l'économiste et analyste politique Dieudonné Essomba propose une lecture qui mérite réflexion. Selon lui, le véritable sujet ne serait pas seulement la durée de cette absence relative. Le véritable sujet serait surtout l'absence de mécanismes pleinement opérationnels permettant d'assurer une continuité institutionnelle sans que chaque période de silence ne provoque autant d'interrogations. Son analyse ne désigne aucun responsable. Elle invite plutôt à réfléchir au fonctionnement des institutions dans leur ensemble. Car un État moderne ne se mesure pas seulement à la qualité de ses dirigeants. Il se mesure aussi à sa capacité à continuer de fonctionner avec sérénité lorsque les circonstances deviennent exceptionnelles. Et c'est peut-être là la grande leçon de cette séquence. Les crises passent. Les débats passent. Les polémiques passent. Mais les institutions, elles, sont appelées à durer. Encore faut-il qu'elles soient pleinement mises en œuvre. Encore faut-il que les mécanismes prévus existent aussi dans la pratique. Encore faut-il que les citoyens puissent comprendre qui décide, comment les décisions sont prises et comment la continuité de l'État est assurée. La dernière question, celle que laisse ouverte Dieudonné Essomba, demeure entière. La lenteur observée relève-t-elle simplement d'une prudence institutionnelle? Ou traduit-elle les calculs et les équilibres propres à certains acteurs du pouvoir? À ce stade, chacun est libre d'analyser les faits disponibles, mais aucune conclusion définitive ne peut être tirée sans éléments supplémentaires. C'est précisément ce qui fait la richesse du débat démocratique. Confronter les analyses, distinguer les faits des hypothèses et garder un regard critique. Et vous,
Quel est votre point de vue? Pensez-vous que cette période révèle principalement un problème de fonctionnement institutionnel, ou estimez-vous qu'il s'agit d'une séquence politique normale dans un contexte aussi sensible? Partagez votre analyse dans les commentaires. Vos avis enrichissent le débat lorsqu'ils restent respectueux et fondés sur des arguments. Si ce décryptage vous a intéressé, abonnez-vous à Kamé News, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous. Sur cette chaîne, notre engagement reste le même. Analyser l'actualité camerounaise avec rigueur, remettre les événements en perspective, distinguer les faits des interprétations et encourager un débat public éclairé. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous, et rendez-vous très bientôt sur Kamé News pour un nouveau décryptage de l'actualité politique camerounaise.